Bon, ben... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous voici réunis autour d'un ouvrage qui se situe devant moi, intitulé Syndicalisme et services publics. Les syndicalisme et égalité. On vient de parler des services publics avec Juliane, et voilà. Et voilà un vaste sujet. Donc ce livre a été retrouvé par Paul Devin. Paul Devin, qui est à ma gauche, qui fut secrétaire général du syndicat national des personnels de l'inspection, de la FSU, donc qui est inspecteur de l'éducation nationale. Paul est aujourd'hui président de l'Institut de recherche de la FSU, et puis moi-même président de l'Institut CGT d'histoire sociale. C'est donc surtout par un travail collaboratif de nos deux associations, l'IRFSU et l'IHS-CGT, que cette publication, qui a été préfacée par Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, et Benoît Test, secrétaire général de la FSU, a vu le jour. Les chevilles ouvrières de cette co-construction sont Josiane Bragoni, qui est à ma droite, pour l'Institut de recherche de la FSU, historienne, chercheuse, puis David Joran, qui est en face de moi, enseignant, syndiqué CGT et directeur de l'Institut d'histoire sociale CGT. Je suis donc cerné par des militants de l'enseignement, voilà, cheminots cernés par l'enseignement. Donc nous allons vous présenter cet ouvrage par un système de questions-réponses avec nos deux invités que nous souhaitons vous présenter et mettre en lumière aujourd'hui. Donc je vais commencer par Josiane, ma première question. Cet ouvrage, donc, comme je l'ai dit, c'est le fruit de notre travail qui a été largement perturbé par la pandémie. Il s'inscrit quand même dans un processus qui avait débuté il y a quelques années autour de la question des salaires, l'égalité des salaires, avec déjà René Mouriot qui était à l'œuvre, qui était accompagné de Michel Margueras. Et puis, nous avons mis en place des rencontres sous forme de séminaires sur l'approche syndicale du concept d'égalité à partir de différentes thématiques. Donc Josiane, peux-tu, dans un premier temps, expliquer à notre public comment, pourquoi, dans quelle ambition ces travaux ont été engagés, puisque, comme je l'ai dit, toi et David avez été en quelque sorte les artisans de ce projet. Bonjour à toutes et tous. Donc, oui, merci à l'Institut de la CGT d'organiser cela. On avait commencé donc des rencontres entre nos deux instituts il y a quelques années et on avait organisé une réunion, comment dirais-je, classique, c'est-à-dire on la prépare ensemble, on invite et on débat et puis en fait on s'arrête. Et dans un deuxième temps, on a pensé qu'il fallait davantage construire un processus commun qui permettrait à nos deux instituts, pas simplement d'organiser une réunion sur tel ou tel sujet à tel ou tel moment, ce qu'on peut toujours faire, mais prendre un sujet et puis l'approfondir. Et donc, le travailler ensemble. Cette idée-là a été, je crois, enfin pour moi en tout cas, pour notre institut, quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on a co-construit, co-élaboré au fur et à mesure avec les parties faciles, les parties moins faciles avec le Covid, puisqu'il a fallu reconvertir des réunions, etc. etc. Et dans un travail suivi, donc pratiquement sur, autant qu'ils m'en souviennent, un an et demi dans la réalité, à tel point que nous étions contents de ce travail accompli, que nous avons souhaité que ça ne tombe pas dans l'oubli, et c'est la raison pour laquelle on a donc décidé, une fois qu'il a été achevé, de produire cet ouvrage dont on reparlera. Alors pourquoi le syndicalisme et l'égalité? Eh bien l'idée, c'est une idée de René Mouriot, que je pense tout le monde connaît ici. Donc on hésitait, on avait de grands sujets, et René a dit l'égalité c'est un élément majeur
pour le syndicalisme. À partir d'un petit débat ce jour-là, on a effectivement choisi cette thématique-là. Et deuxièmement, on a modifié aussi radicalement notre première approche du travailler ensemble, c'est-à-dire une simple réunion, pour mettre en place une série de réunions successives sur cette thématique, en prenant différents angles d'approche, qu'on a intitulé peut-être un peu de façon... bon, on les a intitulés des séminaires de réflexion, hein, plutôt que de simples réunions, en invitant donc des chercheurs et des chercheuses sur des thématiques, des sous-thématiques donc précises, qui vont être déroulées après. Gilbert fera ça très bien, hein, puisque c'est les 4 parties du livre, pour pouvoir donc approfondir tous ces éléments-là. Au bout du compte, on a trouvé pour nous, dans notre organisation collective, beaucoup d'intérêt à faire cela, en particulier parce que l'Institut de la FSU et l'Institut d'histoire sociale de la CGT, ce n'est pas la même chose. Nos différences, en quelque sorte, ont permis de travailler, de co-construire des choses auxquelles, par exemple, hein, je parle donc pour l'Institut, tel ou tel point, bon, nous, dans notre champ syndical, qui n'est pas le même que le champ de la Confédération, auquel on n'aurait pas forcément pensé. Inversement, on a évidemment plutôt insisté sur des questions de statut ou autre. Donc voilà l'origine. Et donc le bouquin est ici. Merci Josiane, et d'ailleurs cet ouvrage aussi a cette originalité. Josiane le disait, nous avons sollicité des universitaires, des chercheurs par leur contribution, mais il y a aussi du travail militant, du travail syndical. Vous retrouvez aussi dans le livre des communications de militants syndicaux. Je trouve que cette agrégation d'universitaires et de militants syndicaux est une originalité qu'il faut souligner. Donc Paul, on a beaucoup parlé de René Mouriou, que tout le monde ne connaît pas René Mouriou, c'est un docteur d'État et sciences politiques. Il a joué un rôle clé, Josiane le disait, dans cet ouvrage. C'est un petit peu lui qui est à l'origine de l'élaboration. Et puis, il est en quelque sorte notre lien, puisque René Mouriou est à la fois militant de la FSU, mais il fut aussi très longtemps modérateur du conseil scientifique de notre institut, et il est toujours au bureau de l'Institut d'histoire sociale. Donc en quelque sorte, René Mouriou, c'était la charnière entre nos deux associations. Et puis René nous livre, à l'entame de l'ouvrage et à l'ouverture de presque tous les chapitres, une étude sémantique, linguistique. Et puis dans le premier chapitre, Thomas Coutreau traite à partir des liens de subordination, c'est-à-dire qu'il traite l'égalité à travers le travail au sein des entreprises, dans une conception néolibérale du management, de l'opposition entre liberté et égalité. Y a-t-il opposition entre liberté et égalité? Mais toujours est-il que cette opposition s'est instaurée. Aujourd'hui, on dirait presque que liberté, c'est macronien, et égalité, c'est gétiste, quoi. Voilà. Une opposition qu'il qualifie lui-même, René Coutreau, de stérile. Et il affirme que pour reprendre le chemin de l'égalité et soigner le monde, la liberté du travail est un levier qui est essentiel. Donc Paul, en quoi d'abord ce travail linguistique, sémantique, élaboré par René Mouriou est-il majeur en entame de cet ouvrage, et comment il nous aide à définir le concept même d'égalité, et comment syndicalement peut-on faire ce lien entre liberté et égalité. En résumé, peut-il y avoir une égalité concrète en privant les salariés de leur liberté au travail? À toi, Paul. Alors, je vais avoir tendance à répondre non à ta question, mais avant de développer ça, je voudrais vraiment te remercier et remercier l'Institut d'histoire sociale de la CGT, pas seulement parce que nous avons fait ce bel objet de réflexion et de travail, mais aussi parce que je suis de plus en plus convaincu, dans le contexte actuel, que le travail que nous menons, la réflexion que nous essayons de conduire au service de l'action syndicale et militante, pas dans les cercles fermés de
la seule réflexion universitaire, mais vraiment dans une perspective qui est celle, en fait, de penser pour agir, pour dire les choses dans une formule un peu ramassée. Je crois que c'est quelque chose, ça fait longtemps que je pense que c'est essentiel, mais je pense que dans le contexte actuel, c'est encore plus essentiel. Et je me réjouis que nous puissions, nos deux instituts, faire ce travail dans une camaraderie qui est à la fois agréable, intelligente, et dont je suis sûr qu'elle est porteuse de perspectives d'avenir dont nous avons besoin. Mais revenons à ta question. Ceux qui, en fait, veulent nous raconter qu'il faut choisir entre la liberté et l'égalité, je crois que pour dire les choses assez simplement, c'est ceux qui ne veulent ni de l'égalité, ni de notre liberté. L'idée qu'il y aurait là quelque part un clivage irrémédiable entre la droite libérale et la gauche sociale est évidemment une idée que nous ne pouvons pas accepter parce que, encore une fois, elle est juste destinée à embrouiller ce qui constitue fondamentalement notre projet de transformation sociale dans lequel, très clairement, nous ne renoncerons ni à la volonté d'égalité, ni à la volonté de liberté. Et je ne peux que rejoindre la formule de Thomas Coutreau quand il dit que cette opposition est stérile. Pourquoi elle est stérile? Et là, je vais prendre plutôt l'exemple de la fonction publique, parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Nous devons absolument penser cette question de manière dialectique. Non, il n'y a pas d'un côté des agents de la fonction publique qui défendraient leurs droits, et de l'autre côté, dans un modèle qui ressemblerait de plus en plus à la subordination, des cadres de la fonction publique qui nous imposeraient les obligations. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Si nous sommes convaincus que nos missions sont des missions qui doivent être guidées par l'intérêt général, nous devons penser en même temps, conjointement, la question de nos libertés et des limites nécessaires à ces libertés, parce que nous sommes dans une perspective d'intérêt général et d'égalité. Nous devons aussi penser de cette même manière dialectique la question des libertés individuelles et des libertés collectives. Il faut qu'on cesse de s'imaginer que la liberté collective doit restreindre notre liberté individuelle et réciproquement. C'est pas comme ça que les choses se posent. On pourrait dire qu'au contraire, la défense des libertés collectives est quelque chose qui renforce nos libertés individuelles. Tout ça demande évidemment à ce qu'on aide à ce que cette question ne soit pas pensée à l'aune de la seule préoccupation individualiste de chacun, mais que nous puissions la penser dans les perspectives de la transformation sociale, dans les perspectives d'une société pour qui, justement, l'égalité et la liberté sont des valeurs essentielles, sont les conditions mêmes de la manière avec laquelle nous voulons penser notre vie sociale et plus particulièrement notre travail. Or, évidemment, vous le savez, les choses se dégradent depuis un certain nombre d'années parce que le néolibéralisme et dans la fonction publique, ce qu'on appelle le néo-management, sont en train de pourrir nos vies au travail. Elles nous prétendent le faire pour une plus grande égalité, pour une meilleure rationalité de l'action publique. Mais nous savons que tout cela n'est pas vrai. Nous savons, puisque tu parlais tout à l'heure d'égalité concrète, nous savons que si nous cherchons à mesurer qu'est-ce que ça porte en termes d'égalité concrète, nous n'avons qu'à y perdre dans cette affaire. Bien sûr que nous devons défendre la liberté au travail, mais encore une fois, nous n'allons pas la défendre comme des petits égoïstes qui la pensent seulement pour le confort de nos vies personnelles. Nous défendons la liberté au travail dans les perspectives de cette transformation sociale. Il en va de plein de raisons. D'abord, il en va de la raison de notre santé. Parce que ce que nous savons tous, ce que nous découvrons tous, de plus en plus, c'est que cette manière de manager le travail dans les obsessions de la rentabilité libérale est quelque chose qui nous épuise, qui nous fait souffrir, qui nous rend malheureux, et surtout qui fait que nous perdons le sens même des raisons pour lesquelles nous travaillons. Or, je ne vais pas philosopher sur la question de savoir si le travail est aliénant ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si nous voulons que les dimensions émancipatrices du travail prédominent sur ces dimensions aliénantes, la condition, évidemment, c'est celle de notre liberté au travail. Malheureusement, vous le savez, les conceptions qui aujourd'hui dans la fonction publique veulent de plus en plus payer les agents au mérite,
prétendent mesurer objectivement leur performance au travers d'indicateurs qui ne sont pas du tout là pour mesurer la manière avec laquelle nous sommes capables d'apporter quelque chose au bien commun, mais qui sont là seulement pour asseoir les volontés du néolibéralisme, tout cela est loin aujourd'hui de nous présenter un avenir qui est un avenir rassurant sur la manière avec laquelle nous pourrons agir notre travail dans les perspectives de la liberté et de l'égalité. Que dire d'autre que la nécessité absolue de nos luttes, de nos combats? Il faut vraiment que nous reprenions sur ces questions-là le pouvoir de dire non, le pouvoir d'exiger une façon de penser notre travail dans des perspectives qui sont à la fois celles de notre droit au bien-être et celles de nos aspirations à une société d'égalité et de liberté. Merci Paul. Et, je le disais dans son étude sémantique, René Moriot exprime ce sujet d'une façon très simple par un schéma, en disant l'égalité sont contradictoires, c'est l'inégalité, mais attention, son contraire, c'est la hiérarchie. Et je trouve que cette approche sémantique est très intéressante. Josiane, nous ne pourrions pas traiter une telle question sans aborder l'égalité entre les femmes et les hommes. Mathilde Larère, une historienne, nous offre une étude sur l'égalité de genre au travail en partant de très loin, du 19e siècle, pour venir jusqu'à l'époque contemporaine, et en y incluant, ce qui est intéressant et ce qui est important de regarder, sur le regard syndical et l'évolution du regard syndical au fil de ces 2 siècles. Ensuite, nous avons Sophie Binet de l'UGIC, CGT, Sigrid Gérardet pour la FSU, et puis Rachel Silvera, qui est une chercheuse qui est connue ici, qui sont interrogées sous forme de questions-réponses dans le livre. Et puis Maryse Dumas, dans le chapitre qui traite du statut et des propositions CGT, nous parle de son expérience lorsque la CGT essaie de faire de l'égalité femmes-hommes un vrai projet syndical qui touche à la fois le travail, mais aussi la vie syndicale. Alors comment ce corpus de communication peut-il permettre aux militants syndicaux d'aujourd'hui de construire une démarche syndicale qui porte l'égalité femmes-hommes, non pas comme slogan ou comme une bataille qui serait isolée des autres combats syndicaux, mais bien comme un élément central dans la visée de transformation sociale, comme le disait, que portent nos organisations syndicales respectives aujourd'hui. Alors, ce vaste sujet et question thématique tout à fait fondamentale, je le pense. Je ne vais pas insister, puisque tout le monde connaît cela, sur le fait que le syndicalisme, dans sa globalité, a mis du temps pour évoluer sur ces questions. Je rebondirai, si je puis dire, directement sur l'invitation de Gilbert, qui est que je pense que la question du féminisme, du mouvement féministe, pose effectivement des questions absolument fondamentales pour les femmes comme pour les hommes, à égalité précisément, et y compris dans la manière de penser ces éléments-là. Je ne vais pas revenir sur les origines. Naturellement, Mathilde Larère en parle. Le syndicalisme ouvrier au XIXe siècle, le poids d'un dénommé Proudhon, dont vous connaissez les certitudes sur le sujet, bon, etc., etc., etc. Pour m'intéresser en fait à ce qui se passe aujourd'hui, qui, je crois, est absolument fondamental. Puisque, comme on le sait, l'égalité n'est pas réalisée, ni au travail, ni par conséquent pour les retraites, ni dans les organisations syndicales. Il y a cependant, dans toutes les organisations syndicales, des avancées considérables qui ont lieu, je situerai cela, disons en gros, depuis le début du XXIe siècle, de façon très forte. Naturellement, elles ont commencé bien avant. Je n'ai pas dit, les évolutions commencent dans tous les syndicalismes bien avant. Et ces évolutions sont, je crois, très importantes
Et dans chaque syndicat, et j'en profite pour placer là un élément qui, je crois, a joué pour le syndicalisme un rôle très important, c'est que le mouvement féministe syndical décide, à partir de 1997, la FSU était à peine née, d'accord, la CGT avait déjà 100 ans et plus, mais il n'empêche que sur la question des femmes, il y a eu une intersyndicale qui se réunit toutes les années, qui travaille en continu toute une série de questions, qui comprend la CGT, la FSU et Solidaire, qui travaille précisément les questions non seulement de façon intersyndicale, mais aussi avec des chercheuses et des chercheurs pour avancer sur toutes les questions que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais qui sont, je crois, très importantes. Et donc, je vais chuter sur un point que Gilbert a évoqué. Je pense que ces processus concourent à l'élaboration de nouveaux savoirs. D'abord, il ne vous a pas échappé qu'il y a, ce n'est pas accompli encore, c'est en cours. Vous savez, comme moi, ou mieux que moi, que la CGT s'est déclarée syndicat féministe, je pense, au congrès de 2019. La FSU vient de le faire au congrès de 2022. C'est pas du tout pour ça que la FSU ou la CGT sont devenues féministes au sens. Mais le fait qu'il y ait eu cette décision, c'est révélateur d'une évolution extrêmement profonde. Et quand je dis les nouveaux savoirs, cela concerne, dans le mouvement féministe, les relations très étroites qui existent entre le mouvement social féministe, le mouvement syndical féministe sur ces questions notamment d'égalité dans le travail, en relation avec les recherches académiques. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'ordre épistémologique, donc une évolution des savoirs qui a lieu dans le même temps. Ce qui signifierait, normalement, quand on aura accompli véritablement les uns et les autres notre révolution féministe sur le plan syndical, qu'on ne va plus faire des textes. Alors je dois dire que je n'ai pas regardé comment ça se présente à la CGT, là, je n'ai plus en tête, je sais comment se présentent ceux de la FSU. C'est-à-dire qu'il y a un long développement sur ce que vous voulez, les retraites, la fonction publique, etc. Et puis à côté, il y a un petit zoom, voire quelquefois un gros zoom, qui porte sur la question femme, sur les mêmes sujets que je viens d'évoquer. Donc en fait, l'objet, c'est de pouvoir penser le statut, l'égalité, les retraites et tout ce qu'il faut directement selon le principe de l'égalité homme-femme. C'est ça qui est important. On n'en est pas encore là. Donc avec David, avec qui j'ai travaillé donc de façon très suivie toutes ces questions jusqu'à la production du livre, on avait déjà demandé à chaque intervenant lors des séminaires de parler de la façon que je viens d'évoquer. Mais en fait, ils ont évoqué les retraites ou le statut de façon classique, c'est-à-dire sans aborder la question égalité homme-femme. Quand on leur a demandé d'écrire leurs propos, en fait, ils ont fait pareil. Donc on était en échec avec David. On n'arrivait pas à produire cette réponse, en tout cas, à la question que l'on posait. Alors on s'en est sorti comme on a pu, mais en particulier en demandant aux deux syndicalistes que Gilbert a cités tout à l'heure, plus Rachel, que je crois à la CGT vous connaissez bien, mais qu'on connaît aussi très bien, de faire une table ronde et de clore l'ouvrage. Et vous lirez ce qu'elle raconte. Honnêtement, il y a tous les éléments nécessaires pour poursuivre valablement ces questions-là. Merci. Alors Paul, dans le prolongement des questions précédentes, quelles sont tes réflexions à partir de la communication de Nasser, Mansouri et Gilani, on est bien ici, qui dit en synthèse, vraiment en synthèse, que dans une société dominée par l'économie capitaliste, on ne pourra pas résoudre à la racine le problème des inégalités. Et en question complémentaire et à partir des contributions de René, toujours, mais Michel Margueras, Romaric Godin de Mediapart et Benoît Test, le secrétaire général, quelle conception du service public doit-on construire et porter syndicalement pour combattre les inégalités? Ou bien,
comment, dans une conception modernisée et démocratisée, le service public peut-il être un élément fondamental dans la recherche d'égalité? Alors déjà, une société dominée par l'économie capitaliste ne pourra jamais résoudre à la racine le problème des inégalités, sans doute. Je crois que là, je pense que... Merci. Sans doute. Enfin, une fois qu'on a dit ça, non, là, je crois que vraiment... Est-ce que vous m'entendez, là? Je vais essayer de ne pas me péter la voix complètement, mais je vais... Ah, si, ça y est. Ah, voilà, c'est moi qui... Là, ici, là, vous m'entendez? Alors, ah, voilà, pile poil, je le fais plus bouger, et on y va. Donc, oui, ça c'est clair que tant que notre société sera régie par les principes du capitalisme, et tout particulièrement d'une forme de capitalisme, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, je pense qu'effectivement, nous ne pouvons pas espérer que régler la question de l'égalité à la racine. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on se réfugie dans une espèce de radicalité idéaliste de nos propos, qui serait de considérer que on attend que les choses soient arrivées de manière radicalement différente pour pouvoir s'engager? Ou alors, est-ce qu'on considère qu'à défaut de pouvoir aujourd'hui vivre dans une société telle que nous l'espérons, on va quand même pas lâcher le morceau? Parce que les choses ne sont pas binaires, là encore. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté une société égalitaire, de l'autre côté une société inégalitaire. Il y a aussi toute la marge de progrès que nous pouvons obtenir dans le combat, dans les luttes. Je vais prendre... non, mais la question, en fait, elle est simple. Est-ce qu'on se réfugie dans la radicalité d'un discours idéal? Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se prive de l'expérience de la lutte sociale. Or, quand même, elle va se construire comment, cette société idéale, si nous n'avons pas l'expérience de la lutte sociale? Va-t-elle arriver par je ne sais quel processus immanent? Bon. Vous savez, là aussi, comme tu as dit tout à l'heure, tu étais cerné par des enseignants, Marx ne s'est jamais intéressé à la question de l'éducation en soi, mais il a beaucoup parlé d'éducation. Et en gros, ce qu'il dit, c'est à la fois qu'évidemment, il n'y aura jamais d'école véritablement démocratique dans un système capitaliste. Mais en même temps, ce qu'il dit aussi, c'est que si nous voulons aller vers une société qui soit autre, nous avons besoin de l'éducation pour que justement les personnes, les sujets, les citoyens soient capables de l'analyse sociale nécessaire pour pouvoir se projeter vers une autre société. La transformation sociale, c'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça, c'est pas comme les phénomènes de conversion qui font qu'un jour un grand poète derrière le pilier d'une église tout d'un coup comprend l'existence de Dieu. Ça marche pas comme ça. Donc nous ne pourrons pas aller vers une société plus égalitaire si nous ne faisons pas l'expérience quotidienne de la lutte pour l'égalité. Et puisque tu poses la question par rapport au service public, tu sais, on en a l'exemple concret, c'est-à-dire on va attendre quoi? On va attendre que tout d'un coup une alternance nous amène à un service public idéal? Je ne suis pas sûr que, quelle que soit la nature de l'alternance, ce soit gagné d'avance. Quel que soit celui qui portera ce projet de service public égalitaire, nous ne renoncerons pas à des luttes qui resteront nécessaires. Donc, oui, bien sûr, il y a des conditions que nous n'avons pas aujourd'hui pour que la question de l'égalité soit vraiment au cœur de notre société, soit vraiment la finalité sociale essentielle. Mais justement, faisons naître dans l'esprit d'un bon nombre de nos camarades, de nos collègues, quelles seraient les conditions d'un service public qui porterait l'égalité? Pour dire les choses simplement, à peu près quasiment totalement l'opposé de la manière avec laquelle le néolibéralisme est en train de construire le service public, pour construire les évolutions du service public.
Et là, on va revenir sur la même chose que ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une des premières conditions, c'est évidemment qu'on permette aux travailleurs de retrouver le sens de leur travail. Et la condition pour qu'ils retrouvent le sens de leur travail, c'est que nous arrêtions de penser le travail au travers des paramètres du contrôle obsessionnel du management, au travers des paramètres du contrôle obsessionnel des indicateurs de performance, etc., etc., pour permettre aux gens de mettre au service de l'intérêt général ce qui constitue d'abord leurs compétences professionnelles, leur qualité professionnelle, leur savoir-faire professionnel, et puis ce qui constitue aussi leurs aspirations à une société d'égalité. Et tout ça, on ne peut pas attendre que ça arrive un jour. Tout ça, c'est notre travail quotidien, c'est nos luttes quotidiennes. Il y a une expression de Jaurès que j'aime bien, donc que je répète, je crois trop souvent, en fait, qu'il va falloir faire un rythme. Enfin bon, comme c'est la première fois que je suis en face de vous, je peux encore y aller. C'est, vous savez, dans ce qu'on appelle le discours des deux méthodes, où ils se retrouvent face à Gued et qu'ils débattent de leur façon de penser l'avenir politique. Et lui, il dit, à ce moment-là, Jaurès n'a aucun renoncement à l'idée même d'une perspective révolutionnaire. Mais il dit, en attendant la société nouvelle, je voudrais que nous semions dans toutes les interstices de la société ancienne les graines qui permettront à la société nouvelle de germer un jour. Bon, c'est une expression, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Sans doute est-elle très critiquable, mais en même temps, je pense que c'est ça qu'on a vraiment à faire tous les jours, mes camarades. Dans nos bagarres, dans nos luttes, mettons partout où nous pouvons l'idée que oui, une société plus libre, plus égalitaire est possible. Oui, la transformation sociale est possible. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'en fait, en attendant trop longtemps quelque chose que nous espérions comme un avènement global et idéal, nous finissions par faire perdre dans l'idée même d'un certain nombre de nos concitoyens, de nos collègues, de nos camarades, cette possibilité d'espérance sociale. Nourrissons-la par nos discours, par nos recherches communes, par nos travaux communs avec l'Institut d'Histoire sociale, mais nourrissons-la aussi par nos luttes et par la détermination de nos luttes, parce que, vous le savez, il ne suffit pas de causer, il faut aussi agir. Merci. Je ne dirais pas ce qu'un filigrane, il vient nous expliquer la charte d'Amiens. Bah oui, c'est ça, la double besogne. Josiane, alors ça c'est une des questions qui est forcément d'actualité, notamment dans la période, la question des retraites. Nous avons consacré un chapitre traitant de l'égalité sur la question des retraites. Et bien entendu, cette question revient fortement à l'ordre du jour, mais quand nous avions commencé à travailler ces séminaires et cet ouvrage, la question des retraites était aussi un sujet de lutte majeur dans le pays. Donc Michel Pigenet le traite des échelles historiques, on a Jean-Marie Haribé qui l'aborde plus au sens économique, Christiane Marty par une étude du projet macronien, le projet macronien de la réforme systémique des retraites, et puis enfin on a Catherine Perret et Benoît Test qui confrontent deux regards syndicaux, CGT et FSU. Donc chacun à partir de leur spécialité, qu'ils soient universitaires ou responsables syndicaux, nous montrent en quoi les choix politiques en matière de retraite constituent une vraie vision de la société. Alors comment, selon toi, la question des retraites vient-elle percuter celle de l'égalité? Et un sous-domaine également, forcément, l'égalité femmes-hommes est importante. Alors donc, vaste sujet aussi. Je crois que vu l'actualité, la question de l'égalité, il faut vraiment la poser et l'affiner précisément pour les retraites. Puisque les retraites... pourquoi? Pour combattre, évidemment, la version ou la vision de l'égalité pour les retraites, par exemple, de Macron. Puisque c'est tout sauf une vision fondée sur l'égalité. Il n'empêche qu'il parle d'égalité. Ce qu'il avait dit pour la réforme à poil, bref. Donc ça, c'est un vrai problème extrêmement important. Donc je pense que, Haribé l'explique très bien, il faut regarder comment se
présenter les choses. La première, c'est que, bien entendu, mais je crois que ça vaut la peine d'être rappelé, on parle de dépenses publiques absolument invraisemblables en France, pour évidemment réduire la dite dépense publique, en fait pour supprimer les retraites. Et quand Macron parle d'égalité, en fait, c'est toujours une égalisation vers le bas. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas de la retraite des cheminots, l'idée c'était qu'il fallait égaliser vers le bas parce que les cheminots étaient des privilégiés. Alors même que chacun sait ici qu'il y a des raisons très spécifiques et que, de plus, à partir de l'exemple des cheminots, il faut revenir justement sur l'histoire des retraites. C'est la raison pour laquelle on a vraiment toujours intérêt sur ces questions à avoir une démarche donc historique, parce qu'il se trouve que les premiers éléments de retraite, ils ont été, avant d'être étendus à l'ensemble des travailleurs après 1945 essentiellement, ils ont été d'abord statutaires. Il y a eu des éléments, d'abord, dans ce qui n'était pas encore la fonction publique, mais des éléments statutaires de type fonction publique, avant même d'ailleurs la Révolution française, pratiquement, enfin en tout cas, le premier type de retraite, c'était en 1853 hein, pour les fonctionnaires. Les cheminots ont suivi assez rapidement, parce qu'on avait besoin de personnel formé, stable, pour fidéliser. Et ensuite, ça a permis, alors il a fallu du temps, hein, parce que les cheminots, situer ça à la fin du 19e siècle, enfin en gros, il a fallu du temps pour arriver à ce qu'on installe un système de la retraite pour tous, en gros, enfin en tout cas pour les salariés, après 1945, je ne développe pas. Donc ça c'est un élément, je crois, majeur. Le deuxième élément que Haribé dit rapidement, mais franchement, dans la période actuelle, je crois qu'il faut vraiment le mettre en avant. Bien entendu, chacun sait ici que la retraite, c'est pas du tout une dépense publique. Donc il va falloir la gagner, cette bataille des mots, puisque tous les mots nous ont été soit carrément pris, volés, je dirais, soit retourner, hein, quand on dit une dépense publique, non, la retraite c'est quoi? C'est le droit de tous les salariés, de tous les travailleurs plus largement, un droit social d'avoir donc une vie après la retraite. Évidemment au 19e siècle ça ne se posait pas, il n'y avait pas de vie après la période d'activité. Et donc on est normalement tous très contents de voir que l'espérance de vie s'élève, etc. Et donc c'est ça l'enjeu social aujourd'hui qu'il faut mettre en avant. Et quand Macron nous berce d'égalité ou de dépenses publiques ou que sais-je encore, bien en fait il ne dit jamais la cause de cette volonté. La cause elle est connue, c'est la baisse du taux de profit à cause de la crise du capitalisme. Donc comme la productivité n'augmente plus, pour permettre au taux de profit de rester à un bon niveau, il faut s'attaquer aux dépenses indues. Je pense que dans la période actuelle, on a vraiment intérêt à revenir sur des fondamentaux de ce type qui sont évidents, je pense, ici, mais ils ne sont pas du tout évidents dans la société. Alors, de ce point de vue, ça nous oblige à repenser l'État social tel qu'il a été fondé en 1945, qui a parfaitement correspondu à une période extrêmement importante de l'histoire, puisqu'il y avait déjà des éléments de l'État social depuis le 19e siècle. La retraite des cheminots, le statut des cheminots, c'est un élément, le statut de la fonction publique aussi. Mais en 1945, on a élargi. Et il y a eu un État social avec, vous le savez, donc les retraites pour tout le monde, la protection sociale, la sécurité sociale, etc. Je ne développe pas. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a la crise du capitalisme, mais il y a aussi la crise écologique. Et par conséquent, il nous faut travailler un État social et écologique pouvant prendre en compte solidairement l'ensemble des générations, à savoir les enfants à l'école ou à l'université pour les jeunes, les actifs et les retraités. Donc voilà pour... Alors, autre élément, donc la retraite, ça n'est pas, je le disais, la retraite égale pour tous, puisque c'est la continuation du salaire.
Et donc, elle prend en compte les qualifications obtenues pendant la vie de salarié et donc le niveau de salaire obtenu. Dans la fonction publique, on parle même, c'est toujours dans le statut, de salaire continué pour assurer la dignité là, des fonctionnaires. Moi, je l'élargirai fondamentalement, la dignité de tous les travailleurs, naturellement. Donc, il ne s'agit pas de dire que tout le monde va avoir, par exemple, une retraite, je ne sais pas, à 1000 ou à 1100 euros. C'est pas ça l'objet. C'est pas du tout non plus une retraite qui serait un minima social. Tout minimal. Comme, bien évidemment, tous les projets de Macron en matière de protection sociale. Puisqu'il faut récupérer sur le taux de profit. Bon, bref, pour le taux de profit. Et donc là-dessus, il y a un enjeu qui est absolument majeur, je pense, à la fois donc, sur les retraites, pour permettre... alors, comment égaliser quand même les retraites? Parce que c'est possible. Il y a une réponse que tout le monde connaît. Eh bien, on fait en sorte que les salaires, ils aient une hiérarchie. Alors, tout ça est évidemment discutable, mais que ce soit par exemple une hiérarchie qui ne dépasse pas de 1 à 4. Auquel cas, les retraites, elles ne dépasseront pas des inégalités, je dirais, entre guillemets, qui n'en sont pas, de 1 à 4. Autre élément, eh bien, l'égalité des salaires hommes-femmes. Entre nous, ça fournit donc de l'argent, c'est un élément essentiel hein, pour les retraites. À condition naturellement qu'on ne supprime pas les cotisations sociales. Je ne développerai pas plus sur ce sujet, mais vous voyez qu'il n'y a pas que Macron qui en parle. Et donc, ce sont des éléments extrêmement forts. Voilà tout ce que je dis rapidement pour qu'on ait un petit temps d'échange. Mais on se rend compte, je crois, que on peut arriver en travaillant avec des historiens. Je ne sais pas, moi par exemple, Michel Pigeonnet qui expliquait, moi j'ai un peu découvert ça, donc que le régime des cheminots ou d'autres, de l'EDF par exemple, c'était des régimes pionniers, parfaitement. Moi j'y mettrais aussi la fonction publique du coup, c'est-à-dire que ça permettait effectivement d'avoir un système de retraite qui est quelque chose de solide et qui a pu s'étendre. Mais ça suppose un autre système social et économique à construire. Et donc, avec la transformation sociale, je pense que allier les réflexions collectives et la lutte syndicale et la construction collective des luttes, c'est d'actualité. Merci Josiane. Moi, Paul, une dernière question. Alors vous, en tant que fonctionnaire, hein, et moi, en tant que cheminot, il nous a semblé nécessaire de traiter d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est celui du statut des salariés. Nous l'avons tous constaté, le statut des agents de la fonction publique, comme celui des agents des entreprises publiques, sont honnis par les forces politiques droitières, de l'extrême droite à la Macronie. Nos statuts, qui n'ont de cesse d'attaquer, sont pour eux synonymes de garanties collectives inacceptables, voire exubérantes, dans une économie libérale dominée par le marché. Leur angle d'attaque est souvent que ces garanties statutaires sont des facteurs d'inégalité. Alors nous avons fait travailler la juriste Nicole Magie-Germain, Gérard Aschieri, militant syndical de la FSU pour la fonction publique, Christian Chevandier pour les cheminots, un historien, et puis Maryse Dumas sur le projet CGT de nouveau statut du travail salarié qui intègre la sécurité sociale professionnelle. Donc nous proposons ces 4 études qui abordent la question du statut des salariés sous des angles différents. En quoi était-il important, Paul, que dans cet ouvrage nous abordions cette question pour nous, au contraire, la relier à la question d'égalité? Alors, un mot tout d'abord sur, globalement, la question du statut. Bon, je pense que c'est pas la peine de dire longuement ici, avec vous, que, évidemment, la manière avec laquelle certains veulent nous expliquer que le statut, ça produit de l'inégalité et du privilège, c'est juste une manière de vouloir diviser les travailleurs et que la réalité, elle est loin de là. Pour moi, j'ai une inquiétude sur la question statutaire et notamment sur la question statutaire dans la fonction publique. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations, nos jeunes collègues,
ne savent plus ce que c'est que le statut. Ils ne comprennent plus quel est l'enjeu du statut. Et on leur a tellement fait croire que cette question statutaire se limiterait à des garanties personnelles. On a tellement fait résonner chez eux qu'en plus, ces garanties personnelles, elles seraient en gros la manière avec laquelle le fonctionnaire traduit sa légendaire oisiveté. Hein, vous savez bien qu'on nous répète régulièrement qu'en fait, le statut, c'est le truc qui nous permet de continuer à être payé à rien foutre. Excusez-moi de cette caricature, mais ça va aller vite. En fait, quand même, moi je fais beaucoup de formations syndicales, et notamment avec des jeunes collègues, je suis très inquiet du fait qu'ils ne comprennent plus ce que sont les enjeux du statut. Et ça, je crois que là, on a un vrai travail à faire, qui est de leur réexpliquer, de leur montrer que, en fait, le statut, par exemple, c'est pas juste la garantie du non-licenciement pour les fonctionnaires de la fonction publique. Et puis, il y a autre chose aussi qu'il faut expliquer. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de défendre le statut, mais de défendre un statut tel que nous le connaissons grâce au statut de 46 et de 83. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, il y en avait un autre. Hein. Il y avait le statut de 41. Celui-là, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de défendre le principe statutaire en s'appuyant sur ce qui a conduit des cheminots à devoir affréter des trains pour déporter des juifs, des homosexuels, des tziganes et des communistes. Je ne suis pas sûr que ce soit de ce statut-là qu'on parle, mais ça, il faut le répéter quand même. Parce que, pourquoi nous sommes attachés au statut? C'est aussi parce qu'historiquement, et en grande partie grâce à ceux qui ont été au pouvoir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce au Conseil national de la résistance, et puis au renforcement de cela par Anice-Le-Pors 183, c'est que nous avons aujourd'hui quelque chose qui est exceptionnel. C'est un statut qui non seulement définit un certain nombre d'obligations, mais qui garantit le droit du fonctionnaire à être un citoyen. Bien sûr, nous ne pouvons pas penser notre travail dans les critères du libéralisme. Bien sûr, nous devons considérer que les missions qui nous sont données doivent rester des missions d'intérêt général et que cela nous contraint, forcément. Mais pour autant, nous avons réussi à avoir un statut qui, en même temps, affirme notre droit plein et entier de citoyen. Ça, évidemment, si jamais des menaces se confirmaient, il faudrait le défendre mordicus. Puis je crois qu'il y a un autre chantier qui est énorme, mais je sais que nos organisations syndicales en ont déjà depuis longtemps pris conscience, mais qu'il faut vraiment qu'on le développe. C'est qu'il faut justement qu'on s'intéresse à tous ceux aujourd'hui qui sont hors tout statut, si je peux dire, enfin, hors statut, et je veux parler des précaires et de ceux qui travaillent avec des formes d'emploi qui sont garanties par rien. Vous savez, c'est très compliqué de développer ce champ de syndicalisation. Nous y sommes confrontés essentiellement autour des contractuels. Vous y êtes confrontés dans une diversité bien plus grande. Mais ça, franchement, si jamais on veut penser à l'avenir du syndicalisme, cet objet-là est un objet essentiel, que celui de réussir à développer chez ceux qui sont sur des emplois précaires quelque chose qui les attire vers le syndicalisme au travers de notre capacité à développer, de défendre et de dépasser parfois des choses qui sont compliquées à dépasser. Car nous, par exemple, nous avons bien connu le problème. Comment revendiquer à la fois la titularisation des contractuels, mais en même temps défendre leurs intérêts de contractuels? Pour le généraliser, on pourrait dire comment à la fois se battre contre Uber, contre l'ubérisation, mais aussi défendre les intérêts de ceux qui sont victimes de cette ubérisation. Il ne va pas suffire qu'on tienne un discours général sur l'ubérisation, c'est pas bien, ça ne va pas suffire. Bon. Je crois que ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut qu'on continue à mettre au travail, qu'il en va de l'avenir de notre syndicalisme, mais on a déjà beaucoup avancé. La CGT a gagné quelques bagarres, je dirais, mémorables sur le sujet, qui ont forcé l'admiration et qui ont montré aussi une véritable évolution des choses. Nous, on a avancé aussi sur cette question-là. Et puis je termine par la question du nouveau statut du travailleur salarié. Et là, je vais le dire en toute humilité, c'est une question que la FSU ne travaillera jamais, évidemment, de la même manière que vous, puisque nous sommes essentiellement un syndicat de fonctionnaires.
Mais je crois que là, nous avons beaucoup à vous écouter, à vous entendre et à comprendre ce que vous développez. Parce qu'il pourrait y avoir un risque d'imaginer que ça fabrique quelque chose qui menacerait en creux la question du statut des fonctionnaires. Il pourrait y avoir ce risque-là. Donc là-dessus, je crois qu'il faut vraiment que nous soyons très attentifs à ce que vous travaillez, à ce que vous construisez par rapport à ça. Et je vais revenir en boucle avec le début de ce que je disais pour finir, parce que, évidemment, une chose contre laquelle nous devons impérativement lutter, c'est la mise en concurrence des situations statutaires ou des situations garanties par le Code du travail, etc. C'est clair et net, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, tiennent un discours de division, de concurrence sur ces sujets-là, expliquent aux uns que l'autre, à cause de ses privilèges, le spolie de choses qu'il pourrait obtenir lui, ben on sait bien quel est leur but à ceux qui tiennent ces discours-là. Leur but, c'est la division des travailleurs. Le nôtre, c'est au contraire le rassemblement des travailleurs dans des luttes communes. Merci beaucoup, Paul. Et on arrive presque à la fin. Alors, je vous laisserai, si vous avez une ou deux questions à poser, mais je voudrais dire quelques mots avant de clôturer ces échanges. Pour l'instant, ce n'est pas des échanges, c'est nous qui vous parlons. On est là pour vous présenter l'ouvrage. Mais pour dire que d'abord, ce travail collaboratif n'a aucune ambition de livrer des solutions toutes faites. Hein, voilà. Au contraire, je pense que c'est un travail où vous verrez à l'intérieur, il y a des approches qui sont différentes, divergentes des fois. Des idées sont développées avec la volonté d'ouvrir des débats au sein des organisations syndicales. Quand on traite d'une question d'égalité, on a envie que s'instaurent au sein de nos organisations syndicales des débats de manière différente. Nos deux associations sont dans des registres différents. Nous travaillons sur l'histoire, nous essayons de travailler l'émancipation des travailleurs et la réflexion de nos syndiqués par l'histoire. L'IRFSU travaille sur un spectre beaucoup plus large de recherche, mais je crois qu'on a cette ambition commune d'alimenter la réflexion du public auquel on s'adresse. Et puis dans une période où les inégalités se creusent, où nous avons la conviction, pour ne pas dire la preuve, pour l'incompatibilité qu'il y a entre capitalisme et égalité, et ce qui se renforce avec une économie toujours plus financiarisée et asservie à l'avidité des actionnaires. Donc nos perspectives de transformation sociale passent inévitablement par la vision d'un monde qui soit égalitaire, qui ne cède rien, pour cela, aux aspirations de liberté. Le mouvement syndical, on regarde cette évolution du monde, des besoins sociaux qui s'expriment et des menaces environnementales qui pèsent sur nous, doit s'engager dans la construction d'organisations sociales et économiques nouvelles où l'égalité réelle constitue bien un droit inaliénable pour chacune et chacun d'entre nous. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport au livre, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. On a encore quelques minutes si on veut. Il y a un micro qui est disponible au fond. Voilà. C'est bon, vous êtes tous convaincus. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie nos deux invités. Ben, merci à toi. Que j'ai fait. Et merci à vous. Que j'ai fait travailler. Et puis, on peut vous faire aucune demande, c'est à faire la publicité de cet ouvrage. Il ne coûte que 11 €. Hein. On a créé les conditions pour que ce soit un ouvrage qui soit très accessible. Donc, n'hésitez pas. Merci, et puis à notre prochain café historique. Hein, voilà. Merci.